Bonjour à tous et à toutes, chers supporters lensois. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour noter les joueurs du RC Lens. Justement, c'est la période de la trêve internationale. C'est déjà la deuxième trêve, donc on est à peu près avec un échantillon de 7 matchs. Du coup, en Ligue 1, on peut à peu près noter les joueurs, faire un petit premier bilan, même si la première partie de saison n'est toujours pas finie. On attaque fort avec William. Salut à toi, William, avec Robin Risser qui vient d'arriver cet été à ce poste de gardien, parti pour remplacer Mathieu Ryan, Brice Samba. Donc, quand même des bons goals, même si Mathieu Ryan a peut-être moins marqué l'histoire du RC Lens que Brice Samba. Mais voilà, Robin Risser, il est là et aujourd'hui, les Lensois sont bien contents qu'il soit là. Tu l'as noté à 7 sur 10, c'est une note plutôt honorable. Moi, j'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus. On voit dans les statistiques son apport tout de suite, hein. Tirs subis, 25 tirs subis, 18 arrêts, donc avec un bon pourcentage de 75%. Au niveau des arrêts, les X-GOT également, c'est le nombre de buts qu'il aurait dû prendre. Donc également, il surperforme un petit peu, Robin Risser. Il est un petit peu au-dessus de sa moyenne parce qu'il a encaissé que 6 buts et il aurait dû en prendre quasiment 8. Donc on voit son impact. Le match face au Havre l'avait déjà démontré. Ça a été un petit peu son match référence, moi j'ai trouvé, parce que face à une équipe havraise qui lançait des assauts sur les Lensois, lui, il a tenu bon, il a fait des super arrêts. Et même là, sa dernière parade contre Rennes avec Esteban Le Paul, tu vois que c'est quand même un gardien très prometteur. Donc voilà pour la justification. Toi, t'en penses quoi, toi, William? Salut Louis, salut tout le monde ouais, pour cette vidéo. Note ce premier bilan après la deuxième trêve donc, de la saison. Voilà, on peut tirer un petit bilan, même si 7 matchs en soi, c'est rien sur une saison à 34. Mais oui, Robin Risser qui avait la lourde tâche de remplacer, comme tu l'as dit, Brice Samba, Mathieu Ryan. Lui-même, il avait dit dans une interview à l'équipe qu'il pouvait comprendre que son arrivée fasse un petit peu peur aux supporters lensois. Je pense que les supporters lensois ont peur plus pour les attaquants adverses parce que Robin Risser, c'est vraiment quelqu'un qui impressionne dans les buts. J'avais déjà fait son éloge lors des précédents talks. Parce que ouais, vraiment, c'est un gardien qui a cette hargne. Tu vois vraiment qu'il a envie de se dépouiller pour le maillot, qui kiffe ce qu'il fait. C'est un gardien assez aussi explosif, vraiment, voilà, avec quand même quelques arrêts, alors je vais pas dire spectaculaires, mais quand même, notamment, tu as parlé de la frappe de Le Paul, celui-là, quand même, c'est un sacré arrêt. Donc voilà, c'est pour ça, cette note de 7 sur 10, vraiment très très bon début de saison. C'est mérité. Après, je suis d'accord et je pense qu'on va avoir des débats tout au long de ce talk sur les notes. Mais, euh, mais effectivement, j'aime bien mettre des notes vraiment claires et pas des notes, on va dire, entre deux. Mais on va dire, si je me le permettais, il aurait peut-être pu aussi avoir un 7,5. Donc voilà. Mais il fallait trancher donc, entre 7 et 8. J'ai préféré mettre 7. Mais je pense que si on refait un petit bilan d'ici la fin de la saison, il pourrait monter. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais voilà, vraiment très très bon début de saison et on a envie d'en voir encore plus pour le gardien qui est actuellement avec les espoirs français. Ouais, c'est une note vraiment pas volée pour le coup. Moi, j'aurais mis 7,5. Effectivement, ça fait 15 sur 20 pour Robin Risser. Au niveau de la défense, alors là, c'est un joueur qu'on n'attendait pas. On se demandait même s'il allait partir cet été avec William. C'est Malang Sarr qui est titulaire quasiment tous les matchs. Il avait commencé au milieu de cette défense centrale. Et puis après, il a été repositionné sur un côté avec notamment la blessure de Machado, avec Beidou qui a pris sa place du coup à ce poste de milieu défenseur central. Donc, Malang Sarr, il a des super statistiques, hein, comme on le voit, avec un gros pourcentage de duels remportés, que ce soit aérien ou dans les duels au pied. Également, il s'en sort bien sous pression avec les dribbles réussis, un dribble sur deux. Et voilà, il est juste, surtout, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Et tu lui as mis une note de 8 sur 10, donc c'est assez élevé. Je pense que c'est aussi parce que tu ne t'attendais pas à ce niveau de performance de Malang Sarr. Ouais, clairement, je vais l'avouer. Et je pense que voilà, si vous nous regardez quand même assidûment, et même toi, oui, tu le sais, je n'arrête pas de faire aussi l'éloge de Malang Sarr parce que c'est un joueur qui a quand même été vivement critiqué la saison dernière. Et je me souviens que lors des notes de fin de saison, la saison dernière, j'avais attribué une note assez faible et j'avais dit qu'effectivement, il avait fait un bon intérim quand Kevin Danso est parti. Et puis après, c'était un petit peu plus compliqué.
Et ouais, on l'attendait pas du tout à ce niveau-là. On attendait même peut-être qu'il parte. Beaucoup de supporters ont même été, on avait même hâte qu'il parte. Et c'était Anderlecht, je crois, qui était intéressé. Et je peux peut-être aussi les comprendre dans le sens où un joueur qui a pas trop performé, c'est sûr que tu as envie de prendre un joueur qui performe encore plus à la place, donc c'est légitime. Mais c'est vrai qu'il a su hausser son niveau de jeu. Après, il faut aussi rappeler que la saison dernière, il arrive alors qu'il n'avait pas joué depuis quand même 1 an et demi ou même plus. Hein, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était assez énorme son nombre de matchs sans jouer. Donc voilà, et là, vraiment, c'est vraiment un 8 aussi. Et dans la note, ce qui compte, c'est la capacité qu'il a eu à se relever. Et vraiment, grand chapeau à lui parce que très, très, très gros début de saison. Et c'est bien parce qu'au final, je pense que quand on est supporter, les supporters lensois peuvent en témoigner. Ils demandent qu'un seul truc, c'est voilà, c'est aimer les joueurs, aimer leurs performances, scander leur nom quand ils font des gros matchs. Et je pense que là, ils sont servis. Donc voilà, c'est vraiment un 8 mérité pour Malang Sarr, même si effectivement, j'avoue qu'il y a aussi un petit peu de considération dans le sens où il avait qu'une saison galère la saison dernière et puis là, il revient un petit peu de nulle part, entre guillemets. Donc voilà, on n'attendait pas du tout titulaire et au final, c'est parfait. Pareil que Risser, on demande encore plus à voir. Tu l'as dit, pareil que Risser, donc moi j'aurais mis la même note que Robin Risser. Robin Risser que tu as mis 7, moi personnellement je lui aurais mis 7,5, donc pour moi ça sera un 7,5 également pour Malang Sarr. Je pense que voilà, cette défense-là, il est bien aidé Robin Risser même s'il fait des super arrêts et je pense que Malang Sarr en est le grand tributaire de cette bonne défense lensoise. Samson Beidou, une recrue, alors là, qui avait été achetée cet été également. Il me semble que c'est 8 millions d'euros par le RC Lens. Il a eu des débuts compliqués, Samson Beidou. Même pendant la préparation, c'était pas forcément abouti, on va dire. Et là, il commence à rejouer avec la blessure de Machado et puis il fait des bonnes performances. Et tu lui as donné cette note de 6 sur 10. Oui, oui, blessure de Machado, on va dire, l'a beaucoup aidé parce qu'il avait démarré sur le banc. Hein, vu que ça quand même a fait un très bon début de saison. La défense centrale titulaire, c'était Udol, Sarr et Gradit. Donc en soi, voilà. Après, il y aura cet éternel débat de Beidou Lens l'a acheté quand même et veut miser sur lui pour l'avenir. Donc est-ce que tu privilégies quand même cette solution, la solution du joueur d'avenir en le mettant titulaire? Et ça voudrait dire mettre Sarr sur le banc, Sarr qui est performant. Comment t'expliques à un joueur qui est performant, lui dire bon bah désolé, tu es performant, mais tu vas aller sur le banc parce qu'on privilégie quand même un joueur d'avenir? Je peux comprendre, mais malgré tout, ça fait partie de la concurrence comme au milieu de terrain et on va l'aborder juste après. Mais oui, Baidou, je pense que cette blessure de Machado l'a vraiment favorisé. Et maintenant, je pense que c'est Machado qui va peut-être galérer à retrouver une place de titulaire. Mais voilà, Baidou, de plutôt bon début. C'est vrai qu'il est beaucoup mieux dans l'axe plutôt que axe droit, j'ai trouvé. Donc voilà, il a peut-être un petit peu de mal lors du dernier match à Auxerre parce qu'il y avait quand même un client, c'était avec Sekou Mara et puis même l'attaque auxerroise quand même, elle a bien marché, je trouve. Donc, il a eu des périodes dans ce match un petit peu moins bien, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui amène le corner de la tête victorieuse de Sima avec sa frappe. Donc voilà, un 6, même si encore une fois, on peut débattre de ses notes, et je pense qu'un 5 ou un 5,5 ne serait pas scandaleux non plus, mais voilà. Après, tu as parlé du match face à Auxerre, mais généralement, hein, ça a été quand même un mauvais match de l'équipe en général où le RC Lens a été moins bon, par exemple, de ce qu'on avait vu contre Rennes à 10 contre 11, où c'était une performance vraiment formidable. Et là, je les ai trouvés clairement un petit peu en dessous, sachant les difficultés qu'avait Auxerre ces derniers temps. Il me semble qu'ils ne gagnent plus depuis plusieurs matchs. Et puis même, ils se sont affaiblis. Donc, j'étais un petit peu déçu, moi, de cette performance-là, même si on n'en a pas parlé, William. Mais je trouve que, à son crédit, Beidou, je pense que c'est toute l'équipe qui a eu une baisse générale sur ce match. Clairement, je suis totalement d'accord. On a vu que le visage affiché, c'était pas celui des derniers matchs. Même ça, je l'ai dit, hein, il avait réclamé la même exigence et la même intensité que face à Lille et Rennes. Au final, on l'a vu pendant peut-être les premières minutes, mais après plus trop. Donc, je suis d'accord avec toi, assez décevant. Et puis même pour tout dire, avant le but d'Abdallah Sima, bon, le titre, on va dire, quand j'ai noté les joueurs, c'était voilà, le RC Lens prend un point à Auxerre, mais déçoit. Donc, je pense que c'était vraiment la lecture de ce match. Bien sûr, le but de Sima, je ne vais pas dire à tout changer parce que l'analyse reste la même, mais bon, quand il y a victoire, c'est quand même pas la même chose non plus. Ouais.
on verra pour les prochains matchs si le RC Lens suit justement le rythme qui avait été imposé contre Lille et Rennes, ou alors s'il y a une petite baisse et fait des matchs comme contre Auxerre, où là, on pourrait s'attendre à voir le RC Lens perdre quelques points. Jonathan Gradit, là pour le coup, c'est un joueur qui, on va dire, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il soit en mode cadre cette année, un peu le rôle finalement de Malang Sarr, et finalement Malang Sarr a pris ce rôle-là, j'ai l'impression en défense, c'est plutôt lui le patron et pas Jonathan Gradit, et c'est pour ça que tu lui as mis une note de 6 sur 10. Moi j'aurais peut-être mis un peu moins pour Jonathan Gradit, même si il peut être de temps en temps très impactant, mais je le trouve par rapport à toute la pression qu'on peut lui mettre, un peu en dessous. Ouais, en fait, c'est compliqué à noter ce début de saison de Gradit parce que, en fait, je suis totalement d'accord avec toi, il aurait pu mériter moins. Il faut se rappeler que face au PSG, bon, il n'est pas le seul, hein, mais il avait à défendre aussi sur Barcola, donc c'était pas simple. Sur le premier but, eh ben, il n'intervient pas, donc ça laisse Barcola frapper, mais en même temps, on peut dire que s'il avait choisi de défendre, Barcola l'aurait peut-être envoyé dans les roses avec des dribbles. Mais et aussi, il a provoqué un carton rouge dès la première minute. Il a été expulsé pour sa faute sur Seko Fofana. Donc, en prenant ça en considération, effectivement, le 6 peut paraître très généreux. Mais à côté de ça, je sais que Jonathan Gradit, quand même, a beaucoup de matchs sur ces 7 matchs qu'il y a eu. Il y a eu quand même beaucoup d'interventions salvatrices. Voilà, des interventions quand même de patron. Alors, c'est sûr que peut-être que les supporters retiendront plus ces choses négatives parce qu'il a joué que 5 matchs, dont un où il a joué qu'une minute parce qu'il a été suspendu en début de saison. Mais c'est vrai que je me rappelle d'interventions vraiment décisives de sa part et de matchs de patron. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à noter dans ces cas-là parce que bah, on ne sait pas de quel côté va pencher la balance. Donc effectivement, on peut considérer que l'entre-deux, ouais, ça serait 5 ou 5,5. Mais je suis d'accord. Voilà, Jonathan Gradit, pour moi, ça reste quand même un patron de cette défense et quand il va revenir, ça va aussi faire du bien. Mais on voit que parfois, comme la saison dernière, il y a des matchs où il peut se passer des choses dans sa tête où on se dit, mais pourquoi il fait ça? Voilà, c'est un peu la lecture que j'ai de ce joueur. Donc voilà pourquoi j'ai mis aussi cette note de 6. Et moi, j'ai surtout l'impression que c'est l'un des derniers rescapés aussi des derniers coachs avec Will Steele, Franck Hayes notamment, avec les départs de Kevin Danso, Brice Samba. Il reste un petit peu que lui, entre guillemets, parce qu'il y a toujours Wesley Saïd, il y a toujours aussi Florence Otoka, même s'il joue moins. Mais j'ai aussi l'impression que c'est plus dur aussi pour lui de se dire faut que je sois l'un des cadres, alors que un peu tout le monde est parti. Et maintenant, il faut encadrer beaucoup plus de jeunes qu'avant, on va dire, où le RC Lens avait quand même une équipe aboutie avec des joueurs quasiment internationaux. Là, pour le coup, je trouve qu'il en reste moins. Donc, même s'il y a quand même certains joueurs, il y a Machado également. Mais ce n'était pas autant des cadres que Kevin Danso ou Brice Samba, par exemple. La seule différence, c'est que les joueurs comme Gradit ou Sotoka, eux, sont là depuis vraiment la Ligue 2 et depuis 2019. Ils sont arrivés en 2019. Donc voilà, c'est sûr que peut-être que, comme tu les as cités, les joueurs comme Samba, Danso, même Seko Fofana sont arrivés plus tard. Mais de par leur influence qui ont été peut-être un petit peu plus supérieure à celle de Gradit, ça fait que effectivement leur statut c'est épaissi. Mais voilà, Gradit, ça fait partie quand même des cadres voilà, qui sont là depuis des années et des années. Et c'est vrai qu'on parlait de Will Steele, mais Will Steele l'avait mis sur le banc au moins 2 mois la saison dernière, hein. Ça avait même valu une sortie de son agent dans les médias où il avait tapé du poing sur la table. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis d'accord, quand tu regardes dans cette équipe, c'est un peu le rescapé au niveau des cadres, au niveau des tauliers. Et voilà, après, il en faut, hein, mais on parlait souvent de lessive à Lens ces dernières années. Je pense que la lessive, elle s'est faite petit à petit. Et puis voilà, Jonathan Gradit qui a été prolongé il y a pas longtemps. Donc voilà, je ne sais pas si Sotoka suivra le même chemin, on va en parler après, mais voilà. Moi, je ne serais pas étonné, par exemple, de voir Gradit partir c'est l'été prochain pour continuer à rajeunir aussi cet effectif-là.
je serais pas étonné que même lui veuille partir fin de cycle et qu'il découvre autre chose. Il me semble qu'il a 33 ans. À cet âge-là, il va peut-être aussi vouloir passer un step. Je sais qu'il y avait Rennes qui était intéressé aussi sur Jonathan Gradit. Il me semble que c'était l'été dernier ou l'hiver dernier. Donc ça pourrait revenir ce genre d'intérêt, j'ai l'impression. On va passer à Gagnou, qui a été exclu lors du dernier match contre Auxerre. On ne savait pas vraiment s'il allait être titularisé, même si c'était un petit peu le choix logique si on continuait dans cette défense à 5. Donc il a été titularisé, Gagnou, il est sorti à la 73e expulsion. Il est non noté, on va dire, parce que forcément, il y a un trop faible échantillon. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces entrées de Gagnou? Oui, bah, il fait partie des joueurs effectivement qu'on n'a pas noté parce qu'on ne peut pas non plus noter un joueur qui a joué qu'un seul match. Et puis, alors j'ai peut-être été un petit peu sévère avec lui parce que je l'ai noté face à Auxerre, je l'ai noté 2 sur 10. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu sévère. Je pense qu'il méritait aller peut-être un 3 maximum. Mais en fait, il faut dire qu'il a vécu quand même un match assez particulier parce qu'il n'a pas été ridicule. Il y avait quand même quelques interventions qui étaient vraiment pas mal de sa part. Et au final, c'est surtout après, même un petit peu plus en seconde période, qu'il a changé de visage et que ça a été beaucoup moins bien. Donc là, il est un peu descendu en flèche. Et avec cette expulsion, il aurait dû même recevoir un carton rouge, enfin, un deuxième carton jaune beaucoup plus tôt dans ce match. Au final, la justice a été faite pour les Auxerrois parce qu'il en a bien reçu un. Donc, il n'avait jamais connu de match en pro avec Lens. Donc, son premier a quand même été, premier match en Ligue 1 était assez compliqué. Donc voilà, Pierre Sage disait qu'il y avait des moments où il avait des réactions à la limite du hors-la-loi. Je pense que c'était ça qu'il avait employé, mais il est parvenu à se canaliser. Bon là, c'est vrai qu'il y avait des bonnes choses, mais je pense que petit à petit, son match a été un petit peu rendu cata. Et au final, cette expulsion, bah ouais, elle était logique, hein, on la voyait déjà venir. Même Thauvin avait dit au banc, sortez-le, il va prendre un rouge. Et au final, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, première assez compliquée, mais voilà, il aura peut-être du temps de jeu à venir, même si il y a quand même, quand Machado va revenir de blessure, il y aura quand même 4 centraux qui marchent très très bien. Donc ça va être un petit peu compliqué d'avoir des minutes, mais voilà, pourquoi pas une suspension ou quoi, ou une blessure. Je ne souhaite pas, hein, mais voilà, en tout cas, il sera suspendu à un match ferme. Ouais, cette séquence avec Florent Thauvin a fait beaucoup jaser. C'était assez drôle d'avoir ce commentaire de Flotov qui justement lit l'avenir avec Gagnou. Ouais. Ruben Aguilar, donc là, pareil, tu lui as mis une note de 6 sur 10. On va dire que tu n'étais pas forcément convaincu sur les premiers matchs de Ruben Aguilar. Il monte en puissance. Il y avait aussi la recrue Saoud Abdoulhamid, que tu voulais voir beaucoup plus souvent. Et ben Ruben Aguilar, moi je trouve que voilà, c'est une note juste, une note honnête, 6 sur 10. Je trouve qu'il s'est bien rattrapé sur les derniers matchs. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, William. Bah oui, écoute, tu as tout bien résumé, hein. C'est vrai qu'Aguilar, c'est ce que je répète à chaque fois. J'ai l'impression qu'il commence son match vraiment un petit peu difficilement, et puis ça monte en puissance. Et au final, tu t'aperçois que bah, il passe d'un 4,5, 5 à un 6 facilement en note finale. Et je pense que cette note, ça, ça correspond un petit peu à son début de saison. Donc voilà, je voulais beaucoup voir Saoud Abdoulhamid. Ça n'avait rien de personnel, évidemment, avec Ruben Aguilar, qui je trouve est un bon joueur. Mais c'est vrai que Abdoulhamid, avec ses entrées en jeu, je me suis dit, bah, quand même, voilà, il pourrait peut-être apporter un petit truc en plus par rapport à Aguilar. Mais bon, je pense que en fait, la réponse est simple, c'est que Pierre Sage compte sur Aguilar. Et puis ça va être difficile de dire, voilà, écoute Ruben, je te sors, mais l'équipe marche bien quand même avec toi. Donc c'est vrai que ça serait assez compliqué à Pierre Sage d'expliquer ça à Ruben Aguilar, parce que l'équipe tourne assez bien et Ruben Aguilar a démarré tous les matchs en tant que titulaire. Donc voilà, et puis il faut dire aussi, ce qui joue pour lui, c'est sa relation avec Florian Thauvin qui marche plutôt bien. Donc, euh, donc voilà, on va dire que c'est un début de saison quand même correct pour Aguilar, même si j'en démords pas, et j'espère voir Saoud Abdoulhamid un petit peu plus souvent quand même. Ouais, bah, c'est surtout que moi, Ruben Aguilar, alors il a des compétences, mais à 32 ans, il commence un peu à baisser physiquement, je trouve, au fur et à mesure. Mais surtout
techniquement, je le trouve supérieur encore, notamment dans la gestion de ses centres. On n'a pas mis ses statistiques sur ses centres. Moi, j'ai le souvenir d'un centre sur Hudson-Edouard contre Paris où il est super bien millimétré. C'est vraiment là où il est intéressant et je trouve que voilà, il fait parler son expérience et effectivement, avec Florent Thauvin devant lui, c'est très technique et c'est assez bien à voir. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est titulaire. Je pense aussi. Justement, Saud Abdoulhamid, donc on n'a pas noté pour le coup, il a fait que des entrées. C'est un peu compliqué à noter, même si il n'a pas non plus démérité quand il est rentré. Oui, oui, bah, Saoud Abdelhamid, effectivement, si je devais mettre une note sur ses entrées, ça serait 6 parce qu'on voit qu'il a une passe décisive, c'était face à Brest, il me semble. Donc voilà. Mais oui, c'était quand même, il s'est contenté pour moi de bonnes entrées. C'était vraiment bien à voir et c'est aussi pour ça que je voulais le voir titulaire. Mais encore une fois, je pense qu'il paye la concurrence, mais il aura ses minutes, hein. Je pense quand même avoir un Abdoulhamid sur le banc, c'est quand même assez positif. Sachant que Ruben Aguilar, voilà, peut-être qu'à un moment, il sera amené à souffler. J'étais en train de regarder en même temps, Louis, justement, la stat de Ruben Aguilar sur les centres. Alors, selon SofaScore, Ruben Aguilar, c'est seulement 32% de bons centres. Donc, je ne sais pas ce qu'il qualifie par bon centre, mais C'est beaucoup. Je sais que c'est beaucoup parce que par exemple, Achraf Hakimi, il est à 23% au niveau ouais, des centres. Donc, un centre sur trois, pour quelqu'un qui fait beaucoup de centres, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même ouais. pas mal. Donc voilà, et puis Aguilar, physiquement, pour terminer avec lui, c'est aussi que, il me semble, alors j'ai pas les chiffres, mais c'est un des joueurs qui répète le plus de courses avec beaucoup de courses, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Donc ça aussi, je pense que ça aide vachement pour un entraîneur comme Pierre Sage, en tout cas dans le plan de jeu qu'il imagine. Mais voilà, pour Saoud, voilà, il aura ses minutes, mais en tout cas, c'est positif. Ce qui montre en entrant, alors qu'il sait très bien qu'il ne part pas comme titulaire indiscutable, il faut avoir des joueurs dans cette mentalité-là. Donc voilà, on n'a pas noté, mais encore une fois, si on devait noter sur ses entrées, ça serait 5,5, 6, quoi. Ouais, ouais, complètement. Même si on attend, bien évidemment, d'en voir plus et on le notera, du coup, en conséquence. Mathieu Hudol, recrue également. Alors, ça a été compliqué pour le recruter, Mathieu Hudol, avec des négociations assez serrées avec le FC Metz. Lens ne voulait pas forcément mettre le prix fort. Au final, ça s'est négocié aux alentours de 4 millions d'euros. Moi, personnellement, j'y aurais mis plus à Mathieu Hudol. Je trouve que pareil, comme Robin Risser, comme Malang Sarr, c'est des patrons. Et pour moi, il mérite la même note. Donc, je serais sur aussi un 7,5 pour Mathieu Hudol. Toi, tu lui as mis 7. William, tu peux voir les statistiques quand même que c'est plutôt bien pour Mathieu Hudol avec 50% de duels remportés, que ce soit aérien ou au pied. Également, il réussit ses dribbles et je le trouve aussi intéressant dans ce poste de piston gauche en remplacement de Dever Machado. Il fait pas tâche alors que pourtant il a 30 ans, Mathieu Hudol. Il pourrait aussi baisser un petit peu le pied physiquement. Il est toujours aussi impactant aussi de la tête. Il aurait pu marquer contre Rennes un super but de la tête. On voit qu'il n'a pas encore marqué, mais je pense que ça va vite arriver de la tête. Franchement, je trouve que c'est un top joueur et déjà un gros cadre pour cette équipe de Pierre Sage. Oui, je suis d'accord avec ton analyse. C'est vrai qu'il aurait pu mériter 7,5, mais voilà, j'ai tranché pour la note de 7 parce que, mais ça enlève rien que l'analyse sur Mathieu Hudol, elle soit extraordinaire le concernant. J'espère qu'il m'en voudra pas quand même de ne pas lui avoir crédité pour le but face à Lille parce que malheureusement, bon, il a été attribué à Wesley Saïd, mais voilà, en tout cas, il était là à la réception de ce corner dans le derby. Mais c'est vrai que Mathieu Hudol, Lens a beaucoup galéré pour l'avoir. Je sais que beaucoup de supporters se sont questionnés sur son profil parce qu'il sort quand même, il a eu 4 croisés. Le montant était jugé peut-être un petit peu excessif par les supporters. Voilà, il y avait un petit peu d'inquiétude par rapport à une éventuelle rechute, mais au final, vraiment, Mathieu Hudol, très, très, très grosse impression et vraiment un patron, comme tu as dit, un cadre pour moi dans cette équipe aussi, un cadre voilà, naturel qui est arrivé cet été et qui s'est déjà pour moi imposé. Voilà, il a démarré en tant qu'axial gauche. Il s'est réorienté en piston gauche avec la blessure de Daver Machado. Donc, euh, donc voilà, dans ses rôles, vraiment, il a vraiment réussi à exceller. Et je suis très très content que Mathieu Hudol fasse partie de cette équipe parce que voilà, c'est du recrutement assez malin de Lens. Et c'est vrai que je suis même étonné de voir que Mathieu Hudol, en fait, n'a pas été à un niveau plus haut
avant, en fait. C'est vrai que je m'étonne de le voir seulement à cet âge-là. Alors, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais Il a je, 30 ans, il me semble, ou 29. ouais, ouais, voilà. Donc, bon, en tout cas, voilà, la trentaine, ça, je suis quand même étonné de ne pas l'avoir vu. Alors, bien sûr, Lens, ça reste intermédiaire. C'est pas, ça reste un step par rapport à Metz, mais c'est intermédiaire par rapport à d'autres clubs. Mais quand même, pour moi, Mathieu Hudol, voilà, ça m'a. Quand j'ai pris conscience, je me suis dit, punaise, c'est un joueur quand même qui aurait peut-être pu mériter d'aller voir plus haut un petit peu plus tôt. Donc voilà, j'espère qu'il mènera Lens vers une coupe d'Europe, pardon, et qu'il pourra découvrir un petit peu ces compétitions. Parce que, ouais, vraiment, chapeau à Mathieu Hudol pour son adaptation. Et ça m'a fait rire parce que beaucoup de supporters se sont, entre guillemets, excusés voilà, et on dit finalement, on comprend pourquoi on a autant galéré avec Metz pour avoir Mathieu Hudol vu le niveau affiché. Donc voilà. Pour moi, il n'y avait aucun doute, hein. Mathieu Hudol, ça fait longtemps que je le connais, enfin que je le suis, et tu as tout dit, hein, c'est les blessures, hein, qui ont plombé Mathieu Hudol. C'est ces 4 ligaments croisés. Là, effectivement, c'est énorme, mais c'est déjà rédhibitoire pour des top clubs aussi, William. Quand tu as ce genre de blessure déjà une fois, il y a des clubs qui prennent jamais le risque, hein. Donc encore lui, c'est encore plus, c'est fois 4. Donc, moi, je n'avais pas de doute sur ses capacités à revenir à un très bon niveau parce qu'il l'avait prouvé au FC Metz. C'était le capitaine d'ailleurs au FC Metz. Il me semble que c'est même lui qui l'a fait remonter avec un doublé en barrage. Donc, il est aussi très impactant, que ce soit dans le jeu, mais aussi il est décisif. Et c'est ça qui est important avec Mathieu Hudol, c'est que c'est un capitaine. Il a été longtemps capitaine du FC Metz. Et en plus de ça, il arrive à être décisif. Il est toujours incisif de la tête. Il arrive toujours à se démarquer. Et moi, j'applaudis parce qu'effectivement, c'est un joueur qui aurait pu mériter une plus grosse carrière, tout simplement, même si elle n'est pas finie. J'espère qu'il ne se reblessera plus parce qu'effectivement, s'il se blesse, ça sera des grosses blessures. Mais sinon, c'est un joueur ultra fiable quand il n'est pas blessé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et moi, je ne comprenais même pas, hein. Je me souviens d'un talk où Lens, on avait appris que Lens avait arrêté les discussions avec Mathieu Hudol. J'étais extrêmement déçu du fait que Lens arrête les discussions avec Mathieu Hudol. Parce que pour moi, les 4 millions d'euros, quand tu es capitaine du FC Metz, quand tu viens de mettre un doublé pour sauver ton équipe et la remettre en Ligue 1, en plus de ça, tu fais une super saison derrière. Pour moi, ça les vaut. Et Mathieu Hudol, il avait déjà une réputation, même si voilà, il était blessé, enfin de joueur blessé, mais de joueur extrêmement impactant quand il pouvait jouer. Donc, pour moi, je suis vraiment pas étonné de son adaptation express au RC Lens. Dever Machado, donc lui, clairement, c'est compliqué aussi de le noter, je trouve, parce que Ouais, ouais. pour le coup, il s'est blessé. Après, il est souvent sujet aux blessures quand même dans une saison, Machado. C'est quand même dommage. Et en plus de ça, il a des statistiques qui ne parlent pas forcément pour lui. Mais je trouve que pour se mettre dedans, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça cette note de 5 sur 10, j'imagine, William. Oui, et puis même, j'ai envie de dire, on aurait pu peut-être baisser à 4, 4,5, voilà, si je mettais des notes entre deux, mais même 4, parce que Machado, il y a certains matchs, je me rappelle même un match face au Havre, je ne l'avais pas non plus trouvé excellent. J'ai trouvé quand même Aguilar nettement au-dessus sur ce match. Donc, effectivement, Machado, c'est un peu la même chose. C'est compliqué de le noter parce qu'on l'a vu que lors des 3 premiers matchs. Et encore face à Brest, il sort à la mi-temps. Donc assez compliqué de juger. Mais voilà, si on doit quand même noter, ouais, ça serait 5, mais un 5 qui peut aussi peut-être avoir des allures de 4. Parce que Machado, je n'ai pas trouvé que sur ses 211 minutes jouées, il ait vraiment tiré son épingle du jeu. Donc j'avais dit qu'il allait peut-être galérer en fait à retrouver une place de titulaire comme Beidou. C'est comme ça a été le cas pour lui en début de saison. Mais voilà, Machado, maintenant, ça sera peut-être lui qui va faire les frais de tout ça, de toute cette organisation, parce que quand il va revenir, apparemment, ça serait pour au retour de la trêve. Quand il va revenir, voilà, il y aura déjà une équipe en place. Udol qui s'est affirmé aussi piston gauche. Il y a le petit Anthony Bermond dont on va parler après. Donc voilà, je suis curieux de voir comment Pierre Sage va articuler tout ça. Après, pour prendre la défense moi, de Machado, je rappelle aussi son été qui a été mouvementé, notamment avec le changement de directeur sportif. Il était très proche de Diego Lopez et au final, il est parti. Il a été remplacé par Jean-Louis Leca. Et il est toujours pas prolongé aussi, David Machado. Donc, tu lui envoies un signal qui n'est pas forcément positif avant de commencer cette saison. Fin de contrat en juin 2026. Tu sais pas vraiment s'il va rester. Le fait que tu recrutes Mathieu Hudol qui puisse jouer à ton poste,
même si effectivement Mathieu Hudol s'insère très bien dans l'ancien rôle de Facundo Medina. Je trouve que ce que lui a donné en termes de confiance le board, les dirigeants du RC Lens, c'est compliqué pour lui de faire une excellente saison derrière. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, après on peut faire un parallèle avec d'autres joueurs qui sont dans des situations peut-être un petit peu plus complexes et qui arrivent à performer. Donc, je pense que ça dépend juste du joueur. Mais après, Jean-Louis Léca a bien précisé dans une interview après le mercato que c'était pour La Voix du Nord, il me semble, que le mercato était fini et que maintenant le club allait s'atteler à voir pour les prolongations, donc dont celle de Daver Machado. Donc je pense que c'est même pas une réflexion, c'était juste méthodiquement en fait procéder étape par étape, le mercato avec les arrivées des nouveaux joueurs et les sorties, puis après les prolongations, parce que les prolongations ça peut se faire un peu n'importe quand. Donc je pense que c'est aussi une question de timing, mais voilà, Wesley Saïd, lui, il est en fin de contrat en 2026, pourtant ça lui empêche pas d'être satisfaisant sur le terrain. Encore une fois, on va en parler après, mais voilà, je sais pas si je trouverais quand même ça comme excuse, mais voilà. Et c'est vrai que je sais pas si Daver Machado prolongera parce qu'on parlait des blessures. Et c'est vrai que quand on a évoqué sa prolongation lors du mercato, je disais que ouais, il était sujet à blessure et que peut-être que pour cette raison, est-ce qu'une prolongation est nécessaire? Je sais pas. Voilà. Adrien Thomasson, qui fait aussi un bon début de saison. Moi, je ne lui aurais pas mis 8, j'aurais mis en dessous pour Adrien Thomasson. Pour la simple et bonne raison que pour moi, Adrien Thomasson, c'est un très bon joueur qui fait jamais de mauvais match, mais je le trouve rarement non plus excellent. Et pour moi, 8 sur 10, bah, c'est le mettre à un niveau supérieur à Robin Risser, supérieur à Malang Sarr, supérieur également à Mathieu Hudol. Et je ne le mettrai pas à ce niveau-là. Donc pour moi, ça sera un 7 sur 10. Je ne sais pas, du coup, toi, William, comment tu vois les choses en lui mettant cette note de 8 sur 10. Eh oui, bah, un joueur qui fait débat, effectivement, mais voilà, je suis pas en désaccord avec toi. Mais pour expliquer cette note, effectivement, bah, on se rappelle pendant la préparation, il avait fait une grosse bourde. C'était face à l'AS Roma, il me semble. Donc, directement, j'ai été très surpris parce qu'il avait été rapidement pris en grippe par les supporters. Et bah, j'avais vraiment été étonné parce que c'est vrai qu'Adrien Thomasson, je me rappelle de la fin de saison 2023-2024 où il fait cette grosse bourde face à Montpellier, ce qui empêche un petit peu Lens. Pas directement, mais indirectement, d'accrocher l'Europa League. Et puis après, sous Will Steele, on va dire que c'est peut-être un des rares joueurs qui a progressé sous Will Steele. Il a fait vraiment une très très bonne saison. Et là, voilà, j'ai trouvé quand même son début de saison vraiment pas mal. On pourrait même lui rajouter, alors selon le site officiel de la Ligue, il a 3 passes D, donc c'est son corner face à Lille pour le but de Saïd, mais il a été touché entre-temps par Udolf. Enfin, c'était un petit peu voilà, tout un chamboulement dans ce corner. Donc, on peut même dire 3 passes D, parce qu'il a été à l'origine du but, hein. Donc, voilà, mais je trouve quand même son début de saison très satisfaisant. Et beaucoup de supporters étaient inquiets et réclamaient même son départ ou sa mise sur le banc. J'étais quand même assez étonné un peu de ses propos assez radicaux. Et au final, voilà, je trouve quand même son début de saison très satisfaisant. C'est quand même un leader, voilà, un rôle de capitaine, parce que c'est pas Gradit le capitaine, c'est Thomasson, hein, Thomasson, capitaine derrière Florent Sotoka, qui est sur le banc, mais dans la hiérarchie des capitaines. Donc, je suis d'accord avec toi, il fait pas de mauvais matchs. Après, c'est vrai que sur certains matchs, ça lui arrivait d'être un petit peu en dessous. Mais à côté de ça, voilà, il va faire un travail de l'ombre. Je me rappelle que ça soit face à Rennes ou même face à Auxerre, quand même, il prend son rôle de capitaine et surtout son rôle de joueur d'expérience très à cœur, et ça se ressent sur le terrain parce que il fait des choses vraiment très intelligentes. Il arrive à provoquer voilà, des petites fautes de manière intelligente. Il arrive à jouer bien, vraiment bien les coups. Donc ouais, franchement, je ne suis pas en désaccord sur cette note de 7, mais cette note de 8, je trouve elle est légitime aussi, même si je suis d'accord, ses coups de main bien, on les a vus. Je trouve même au début de saison, il y a parfois des phases de jeu où il était un petit peu moins bien, mais quand même, je trouve qu'il pèse beaucoup dans le jeu. Et pareil, lui sera en fin de contrat en 2026. Donc pour le coup, j'espère vraiment qu'il sera prolongé parce que il n'a jamais caché son envie de partir à l'étranger. Voilà, je sais vraiment pas s'il prolongera. C'est une question que je me pose. Si je devais parier, je dirais que non, en fait, parce que voilà, il a jamais connu l'étranger, il me semble. Donc c'est peut-être pour lui le bon moment, mais ça me décevrait un petit peu quand même un capitaine qui s'en va à la fin de son contrat, même s'il faut qu'il parte un jour. Voilà, il va pas rester indéfiniment à Lens. Je pense pas qu'il finira sa carrière.
Mais ouais, ça m'embêterait un petit peu. Voilà, la saison où il est capitaine, qui s'en aille, ça m'embêterait. Moi, j'ai hâte de voir la suite de la saison pour Adrien Thomasson, pour la simple et bonne raison que je pense que c'est un joueur qui a quand même pas mal de trous d'air, même s'il est jamais mauvais. Souvent, je peux le trouver un peu moyen plus, un peu suffisant, on va dire, dans les performances, même s'il peut être très bon aussi. Et j'ai hâte de voir sur toute une saison, en plus avec des responsabilités comme le capitanat, pour voir s'il peut maintenir un niveau élevé. Sinon, j'ai pas de doute que Jean-Louis Leca pourra retrouver un remplaçant. De toute façon, il faut l'améliorer, ce milieu de terrain. Moi, je trouve c'est peut-être le poste où c'est le moins fourni. Si tu enlèves Sangaré, Thomasson, derrière, tu as très peu de joueurs d'expérience, voire même pas du tout. Où tu as des joueurs offensifs mais qui ne peuvent pas jouer vraiment au milieu de terrain central. Donc voilà, moi j'attends de voir vraiment la saison d'Adrien Thomasson pour me dire, OK, il faut qu'il prolonge ou alors est-ce que je peux le remplacer et bien le remplacer? Parce que je pense que c'est un joueur, que tu peux remplacer, arrivé à un certain âge, assez facilement. Mamadou Sangaré, recrue, également, du RC Lens. Là, pour le coup, heu, moi, j'ai un coup de cœur sur ce joueur. Je l'ai trouvé, très, 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 très bon, contre Rennes, même à 10 contre 11. 7 sur 10, je trouve ça mérité parce qu'on va dire qu'il a eu des débuts pas compliqués, mais il a eu le temps de se mettre dedans et là, je trouve qu'il prend enfin, la pleine mesure de ses moyens et j'espère qu'il va monter en puissance parce que très clairement, pour moi, c'est le futur du RC Lens. Bah oui, effectivement, on en avait parlé, il me semble, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et j'avais dit, et encore une fois, c'était pas pour comparer avec Andy Diouf, mais on a vu que le duo Thomasson-Diouf, on a souvent dit que si Diouf marchait peut-être pas aussi bien, c'était peut-être parce que, bah, il y avait un Thomasson à ses côtés et c'était peut-être pas l'idéal. Et au final, on voit qu'un duo Thomasson-Sangaré, ça marche vraiment du tonnerre. Et je suis vraiment content parce que Lens a un petit peu galéré avec Andy Diouf ces 2 dernières saisons. Au final, on savait pas trop s'il allait partir ou pas cet été. Il est parti à l'Inter. D'ailleurs, il joue vraiment pas beaucoup à l'Inter et avoir certaines réactions de supporters de l'Inter. Je pense que Lens ça a fait un vrai braquage en tirant 25 millions, même si voilà, ce joueur a des qualités, mais j'ai vu un but que s'est pris l'Inter où c'était sur une perte de balle d'Andy Diouf et ça illustre parfaitement son passage à Lens, malheureusement. Et Sangaré, vraiment, il apporte tout ce qu'on attendait à Lens au milieu de terrain. C'est un petit peu un profil, comme Pierre Sage l'avait dit, entre Thomasson et Diouf, ça se situe entre les deux. Et ouais, à Rennes, comme tu as dit, il a été exceptionnel. Peut-être un petit peu moins rayonnant face à Auxerre, mais en tout cas, voilà, cette note de 7, voilà, pour moi, c'est largement mérité, on est d'accord. Mais je suis très très content d'avoir un joueur comme ça. Et c'est un petit peu un des talents dénichés par la cellule de recrutement. Donc c'est vraiment bien. Franchement, j'ai encore plus hâte de le voir à l'œuvre. Ouais. D'ailleurs, merci à l'Inter, hein, c'est le club ami des clubs français en ce moment avec la victoire du Paris Saint-Germain 5-0 en finale de Ligue des Champions. Ils ont aussi racheté Luis Enrique 25 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Et puis là, ils achètent Andy Diouf 25 millions d'euros au RC Lens. J'ai l'impression qu'ils prennent un petit peu tous les joueurs à un prix assez onéreux, même si ce n'est pas des mauvais joueurs en soi, hein, mais ils les achètent assez cher. Et puis, ils ont donné aussi Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille. Donc, très sincèrement, l'Inter Milan, je ne sais pas où ils vont, mais bon, ce n'est pas le sujet, mais Ouais, c'était ouais. juste pour en parler un petit peu. Et sinon, Mamadou Sangaré, je trouve qu'il bonifie justement Adrien Thomasson et son apport également parce qu'il est très physique et il compense beaucoup aussi défensivement, même si Thomasson fait un travail de l'ombre remarquable. Mais pour le coup, je trouve que Sangaré, ça complète beaucoup mieux que ce milieu de terrain aussi avec Andy Diouf. Fodé Silla, donc là pareil, un joueur non noté, un jeune joueur. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Et est-ce que tu as envie de le revoir un peu plus souvent? Bah, Fodessila, voilà, faut rappeler qu'actuellement, il joue pas non plus parce qu'il est à la Coupe du monde U20. D'ailleurs, les Bleus, enfin les Bleus, ils se sont qualifiés en quart de finale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça reste toujours une expérience bonne à prendre pour des jeunes joueurs comme ça. Donc tant mieux. Et Fodessila, oui, il a joué 2 matchs. C'est un peu du coup le remplaçant naturel derrière Thomasson ou Sangaré dans la hiérarchie au vu du temps de jeu. Et voilà, face au Havre notamment, où il a démarré. J'ai trouvé ça, oui, je l'ai trouvé pas mal, même si
c'était pas non plus exceptionnel et on voyait qu'il avait une énorme marge de progression. En même temps, il est encore jeune. Il a été prêté à Yverdon en Suisse la saison dernière. Il n'a pas vécu une saison facile parce que son club a fini relégué, il me semble, en deuxième division. Mais voilà, Fodessila, j'attends d'en voir plus. Effectivement, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté, mais quand même voulu en parler. J'ai voulu parler de tous les joueurs qui ont quand même disputé du temps de jeu, un certain temps de jeu avec Lens cette saison. Donc voilà, à voir, mais on va dire ça se situe dans la moyenne pour les 69 petites minutes qu'on a vues, et notamment face au Havre où il avait démarré. Voilà, il y avait de bonnes choses, mais il y avait aussi de mauvaises choses. C'est un peu une lecture assez lisse, mais c'est la vérité. En tout cas, maintenant, il a du temps de jeu au mondial. Donc ça, c'est vraiment bien de l'avoir libéré, comme Pierre Sage l'avait dit, très honnête en disant qu'il ne lui promettait pas forcément du temps de jeu. Donc là, il s'est éclaté avec les Bleuets. Donc pareil, comme tu l'as dit, on va en parler après, mais c'est vrai que derrière Thomasson, Sangaré, je suis d'accord, c'est peut-être un peu moins fourni, mais ils sont tout de même là, et de toute façon, il sera amené peut-être aussi à avoir du temps de jeu quand il reviendra en club. Ouais. Andrija Bulatovic également, là pour le coup, il a joué 10 minutes, donc encore beaucoup plus compliqué de l'évaluer. Est-ce que tu as un petit commentaire sur ce joueur? En fait, j'ai quand même voulu l'inscrire alors déjà, 10 minutes, je précise, il était entré en fin de match face au Havre, donc ça compte le temps additionnel, je précise. Voilà, il est entré à la 89e, donc vraiment, c'était pour disputer la fin de match. Mais Bulatovic, je suis très étonné parce que justement, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de temps de jeu que ça. Déjà, quand Andy Diouf était au club et que Sangaré n'était pas encore là, je me suis dit attention parce que vu tout ce qu'on lui prête comme qualité à ce jeune joueur, je pense qu'il peut bousculer la hiérarchie et former un duo avec Thomasson. Au final, pas du tout, parce que voilà, il s'est contenté que d'une entrée en jeu face au Havre. Et voilà, et parfois il est allé aider la réserve. Donc à part ça, euh, pas grand-chose, mais Pierre Sage l'a expliqué en conférence de presse, tout simplement la concurrence. Voilà, il est un peu désolé de ne pas offrir des minutes à ces joueurs-là, parce qu'il faut parler d'Hamza Togediran, lui qui a disputé exactement 0 minutes. On ne l'a pas inscrit parce qu'il n'a pas joué, mais lui aussi, il est un peu victime de cette concurrence. Mais il y a un milieu avec 5 joueurs, donc Thomasson, Sangaré, Silla, Bulatovic et Oje Diran. Et au final, voilà, il faut arriver à bousculer cette concurrence, mais ça va être très dur parce que Thomasson Sangaré, c'est un duo bien installé. Mais comme tu dis, je suis d'accord, il manque peut-être un milieu qui va bousculer ça. Et pour l'instant, c'est peut-être un petit peu trop tendre en tout cas. Mais j'espère que Bulatovic, ce sera ce joueur-là qui viendra bousculer la concurrence, parce que je suis surpris étant donné qu'il n'a pas un temps de jeu à la hauteur de toutes les qualités. Et il en a des qualités, mais à tout ce qu'on disait sur lui à l'intersaison, je pensais qu'il allait en avoir plus. Mais au final, voilà, c'est la dure loi du haut niveau et de la concurrence. Mais lui, j'ai encore un petit peu plus envie de le voir à l'œuvre. Ouais. On va parler maintenant de la recrue star du RC Lens, c'est Florian Thauvin, Flotov, qui est arrivé de l'Udinese pour 6 millions d'euros. Donc ça, c'est un gros coup de la part de Jean-Louis Leca, parce qu'on voit aujourd'hui, c'est un joueur qui n'est pas du tout cramé. Il y a même eu son retour en équipe de France dernièrement. Une note de 7 sur 10, je trouve que c'est mérité, parce qu'il a eu un début de saison, on va dire, où il n'était pas forcément encore en pleine condition physique. Donc, ça méritait peut-être la moyenne à ce moment-là. Et puis là, maintenant, il se rattrape complètement, et il mériterait même une note de 8 sur 10. Donc, si on fait la moyenne, pour moi, 7 sur 10, c'est vraiment mérité pour Florent Thauvin. Oui, on avait parlé de sa non-convocation en équipe de France. On avait fait la vidéo juste après la liste et au final, Louis, beaucoup de choses ont bougé vu que Florian Thauvin a été rappelé. J'ai vu d'ailleurs que ça a suscité beaucoup de débats. Voilà, je ne veux pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais beaucoup de débats. De toute façon, on en avait parlé. Voilà. Est-ce que Florent Thauvin, par exemple, était au-dessus ou en dessous d'un Barnes Sakliouche? On n'était pas vraiment sûr parce qu'au final, voilà, il fait un gros début de saison. Donc, je pense que en étant le plus objectif possible, voilà, le fait qu'il soit rappelé, c'est pas forcément un scandale. Voilà, même si je peux comprendre aussi ceux qui préféraient voir d'autres joueurs appelés, il n'y a pas de souci. Mais voilà, une note de 7 parce que lui-même l'a dit qu'on pourrait le voir au top du top dans un mois et demi. Et malheureusement, face à Auxerre,
il n'a pas fait un grand match, franchement. Je l'ai noté 4 sur 10 parce que je ne l'ai pas trouvé influent dans le jeu. Après, je pense que les Auxerrois ont beaucoup travaillé sur lui, l'ont beaucoup empêché de jouer. Et voilà, il y en a certains qui pensaient que peut-être que justement, ne pas avoir été appelé en équipe de France, ça a pu jouer dans sa prestation. Je ne sais pas s'il faut aller voir aussi loin. Mais en tout cas, il n'a pas fait un gros match face à Auxerre. Mais globalement, depuis le début de la saison, voilà, 2 buts. Il aurait même pu en marquer un troisième. Je me souviens de sa grosse occasion face à Lille sur le centre de Wesley Saïd, il me semble. Mais voilà, note de 7. Voilà, je pense que c'est une note juste. Et en tout cas, à voir s'il aura du temps de jeu en équipe de France. Parce que Deschamps a dit qu'il serait amené à faire tourner un petit peu plus son effectif et à répartir le temps de jeu. Donc ça serait bien, voilà, on ne se rend pas compte, hein, plus de 6 ans après sa dernière sélection, retrouver le maillot bleu. J'ai plus la stat en tête, mais je ne sais pas quel était le record. Ou c'était peut-être un record, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si tu le sais, Louis, mais en tout cas, c'est quand même pas banal de voir ça, un joueur qui n'avait plus été rappelé depuis 6 ans, qui soit rappelé. Benzema, il est revenu au bout de combien de temps? Je me souviens plus. De qui? Benzema, il est revenu au bout de combien de temps? Je Ah me oui, souviens oui, plus. à Benzema, effectivement. Benzema, oui, je suis d'accord. Benzema 2015, il est revenu en 2021, donc pour l'Euro, Ouais, il me semble, c'est ça. ouais. Ouais, donc voilà, donc oui, effectivement, c'est vrai que j'avais oublié Benzema, bien vu, mais en tout cas, Florent Thauvin ne doit pas être loin dans les records des joueurs avec le plus de temps entre leur dernière sélection. Donc voilà, c'est positif et voilà, il va parfaire sa condition physique avec un autre groupe quand même que celui qui est composé à Lens, voilà, avec les internationaux français. Évidemment, c'est pas la même chose, l'intensité est différente. Donc voilà pour les débuts de, comme tu dis, la recrue star. Ouais, attention aux blessures quand même en équipe de France, parce qu'il y a eu des cas dernièrement quand même avec Dembélé. Ça a fait beaucoup jaser, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que les blessures, c'est jamais trop loin, notamment quand on va en équipe de France. Donc attention. Wesley Saïd, un joueur que moi j'aime beaucoup pour le coup, eh bien, il se réveille cette saison. Il n'est toujours pas blessé, Wesley Saïd. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, rien que pour ça, on peut lui mettre 10 sur 10. Mais ça sera une note de 6. Il a eu des débuts, on va dire, mitigés. Là, je le trouve intégré dans ce collectif. Euh, on hésitait à le mettre de temps en temps sur le banc. Pour moi, ça a toujours été un titulaire quand tu vois ce qu'il y a derrière. Pour moi, Wesley Saïd, avec tout son talent, quand il est à 100%, il est plus que titulaire dans ce RC Lens. Donc voilà, 6 sur 10, c'est mérité, même si on en attend plus. Mais quand tu regardes les statistiques, et notamment le fait qu'il soit décisif, 2 buts, 2 passes D. J'ai même envie de lui mettre plus, moi personnellement. Oui, je suis d'accord avec toi. Louis, il peut mériter 7, mais je vais m'expliquer. Donc, pourquoi j'ai pas mis 7? Tout simplement parce que Wesley Saïd, par moment, c'est vrai que voilà, je le trouve assez frustrant dans ses choix. Par exemple, face à Auxerre, voilà, c'est tout ce qui illustre mes propos. Il y a un moment donné, il peut frapper et au final, il décide de faire un petit peu le geste de trop. Et je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'il pourrait même faire gonfler ce total de buts et passes décisives, être encore plus décisif, même si c'est quand même pas mal, hein. 4 fois décisif en 7 matchs, franchement, c'est très bien. Et surtout qu'il n'a pas encore été blessé, donc pourvu que ça dure. Mais voilà pourquoi je ne l'ai pas monté à 7, parce que voilà, il y a des fois où quand même il reste frustrant et dans le jeu, parfois c'est quand même assez décevant. Face au Havre, c'est tout le paradoxe aussi, hein. Il aurait pu mériter une énorme note. C'était en début de saison, il fait un but, une passe décisive, il est impliqué sur les 2 buts. Mais à côté de ça, dans le jeu, je trouve que voilà, il peut quand même être plus, il peut y avoir un petit peu plus d'intelligence dans ce qu'il fait. Mais voilà, c'est pas pour être trop exigeant et toujours avoir un truc à redire parce qu'il fait quand même un très bon début de saison et je pense que c'est quand même assez honorable. Mais j'en attends un petit peu plus. Et sachant que Wesley Saïd, la saison dernière, il avait très très bien démarré avant de finir sur le banc. Donc j'espère que là, il saura, il saura tenir toute la saison et qui sait, peut-être qu'il va signer une de ses meilleures saisons sous le maillot de Lens lors de sa dernière année de contrat. Voilà, est-ce qu'il sera prolongé? Lui, pareil, je ne sais pas. Je ne pense pas, voilà, à vrai dire, qu'il sera prolongé, mais en tout cas, voilà, je pense qu'une note de 6 encore une fois, c'est honorable et c'est juste. Ouais. On va passer maintenant. On va passer au jeune Ryan Fofana. Alors lui, pour le coup, c'est une vraie pépite, hein, parce qu'on ne l'attendait pas non plus à ce qu'il joue autant, même si le mercato s'est décanté sur la fin.
notamment avec l'arrivée d'Hudson Edouard, on parlait beaucoup de Sinayoko. Et finalement, c'est le jeune Ryan Fofana qui a eu plusieurs titularisations dans ces 7 matchs, qui s'en sort très bien, notamment que son but de la délivrance contre Le Havre également. Je le trouve, moi, plutôt bon dans le jeu, plutôt décisif aussi. Il a déjà 2 buts. Il démérite pas honnêtement et je pense qu'il pourrait avoir sa carte à jouer dans cette équipe lensoise. Moi, personnellement, vis-à-vis des attentes qu'on avait en lui, donc quasiment nulles, je lui aurais mis 7 sur 10. Oui, bah, effectivement, c'est un joueur, voilà, Lens voulait un peu recentrer son projet enfin, des joueurs made in Gaillette, donc du centre de formation, voulait vraiment remettre ça au goût du jour, notamment dans une saison où les U19 et la réserve sont tous les deux descendus. Voilà, Ryan Fofana, il y avait aussi d'autres jeunes, donc on a parlé de Fodessila, il y a Anthony Bermond dont on va parler, Gagnou, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, Fofana, effectivement, on voit qu'il apporte beaucoup, notamment au niveau de la vitesse. Mais je me rappelle d'un match face à Brest où il a quand même loupé beaucoup d'occasions, et notamment du dernier match face à Auxerre, où je l'ai trouvé vraiment assez décevant. Il est rentré à la 41e pour remplacer Hudson Edouard. Et donc, il a eu quand même pas mal de temps de jeu. Et je l'ai noté 3 sur 10 parce que ouais, je l'ai trouvé quand même assez décevant. Pareil, un petit peu, ça va être un petit peu pareil que Wesley Saïd dans un autre registre, mais parfois il pouvait jouer avec ses coéquipiers, mais il a décidé de prendre le choix personnel et j'ai pas trouvé ça judicieux parce que ça n'a pas apporté au final. Donc voilà, 2 buts c'est bien, il aurait pu en marquer plus d'abord et j'en attends quand même un petit peu plus de lui, voilà, parfois trop plus altruiste, même si on dit parfois d'un joueur qui est trop altruiste sur certaines occasions. Mais face à Auxerre, c'est vraiment, je l'ai trouvé assez décevant. Donc voilà, mais après, un jeune, surtout un jeune buteur formé à la Gaillette qui explose, je pense que c'est le rêve de tout supporter. Donc voilà, 2 buts, c'est quand même pas mal, 2 buts en 7 matchs, mais j'en attends plus. Donc on va dire que c'est un 6 d'encouragement. Ouais. Morgan Guilavogui, alors là, pour le coup, c'est une déception. Déjà, on n'avait pas forcément compris pourquoi il avait été rappelé par Pierre Sage et du coup, son option d'achat avait été rachetée par le RC Lens. Voilà, une note de 4 sur 10. C'est vrai qu'il est décevant tant il loupe des occasions, notamment contre Rennes. Il me semble qu'il a 2 occasions, il peut en mettre minimum une au fond. Alors, ça passe pas loin pour Morgan Guilavogui, mais on sent que c'est pas un joueur non plus qui va t'apporter un step immédiat. Pour moi, c'est un joueur qui pourrait jouer dans un club de milieu bas de tableau de Ligue 1 en tant que titulaire et je pense qu'au RC Lens, c'est trop léger, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Bah, Jean-Louis Leca avait justifié ça pour avoir une solution de plus offensivement et que voilà, c'était un super gars, ça j'en doute pas. Mais voilà, à cette époque, on ne le savait pas encore, mais c'était aussi peut-être de faire une plus-value dans l'idée parce qu'il était proche de rejoindre Southampton, donc le club de Will Steele en D2 anglaise. Et au final, son transfert avait capoté. Et au final, il était resté au club, mais malheureusement, ce joueur, ouais, j'ai un peu du mal à accrocher. Je le trouve, enfin, j'ai beaucoup de mal. Je ne trouve pas assez pertinent dans ce qu'il apporte, même si je pense que Pierre Sage trouve en lui une certaine assurance défensivement parce qu'il n'hésite pas, c'est vrai, à revenir défendre. Il a un certain impact sur ça aussi, son influence dans le jeu sans ballon. Mais malgré tout, voilà, je pense pas qu'il aura un rôle étendu à plus que ça parce qu'on l'a vu face à Rennes. Voilà, il rentre, il doit mettre, comme tu dis, je suis totalement d'accord, minimum une tête au fond. Face à Paris, il sort à la mi-temps et on voit que le premier but de Barcola, c'est dû à une passe un petit peu bizarre qu'il essaye de faire. Donc voilà, je suis vraiment pas convaincu par Morgan Guilavogui, même s'il a mis un but face à Brest et c'était bien pour lui. Mais voilà, je pense qu'il se contentera que de petites entrées en jeu et peut-être qu'il sera sujet à un départ au mercato hivernal. Hudson Edouard, également recru lors du dernier jour du mercato. Là, pour le coup, une note de 6 sur 10, c'est pas démérité pour le coup, mais moi, je lui aurais mis tout simplement la moyenne parce qu'on n'en a pas assez vu pour Hudson Edouard. Donc, pour moi, ça sera un 5 sur 10, même s'il a déjà marqué un but. Voilà, William, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, je suis d'accord dans le sens où c'est vrai qu'on l'a très peu vu, 189 minutes, ça reste, voilà, ça reste assez maigre quand même pour noter un joueur. Mais en fait, j'ai noté 6 parce que dès le début, j'ai vu des choses intéressantes. Alors, face à Paris, c'est vrai qu'il se caractérise parce que dès les premières minutes, il se prend un jaune sur une faute
sur Kvaratskhelia. Voilà, après, il était proche de marquer même sur le coup franc de Thauvin, sur le coup franc indirect. Il a loupé l'occasion sur le centre d'Aguilar dont tu parlais tout à l'heure. Pareil. Donc, c'est vrai que c'était décevant, mais on pouvait voir le positif en se disant quand même c'est un attaquant qui arrive à se créer des occasions avec aussi un bon placement. Et au final, à chaque fois qu'il est entré en jeu ou même titulaire comme face à Auxerre, j'ai trouvé qu'il apportait quand même de belles choses. Franchement, j'ai trouvé que c'était positif même contre Rennes. Donc c'est pour ça que je lui ai donné la note de 6. Encore une fois, c'est un 6 d'encouragement. Il a fini blessé à Auxerre aux ischio, une petite gêne aux ischio. J'espère que ça ne sera pas trop grave. Mais voilà, c'est vraiment encourageant et j'espère que j'attendais qu'il débloque son compteur. C'est chose faite avec un bel enchaînement, un crochet et une frappe. Donc franchement, c'est positif. Et puis ça rejoint un petit peu, Louis, une déclaration de Jean-Louis Leca pendant le mercato qui disait que c'est avec ce type de profil-là que tu réussis. Il parlait, Jean-Louis Leca, il disait que voilà, Hudson Edouard, c'est tel nombre de buts, Thauvin, c'est tel nombre de buts, Sima, c'est tel nombre de buts. Et puis c'est comme ça que tu arrives en fait à créer une osmose dans un collectif. Et voilà, ce sera peut-être pas un joueur qui finira avec 15 buts dans la saison, mais s'il arrive à mettre quelques buts combinés à d'autres buts d'autres joueurs, et ben, ça fera une belle saison. En tout cas, je l'espère. Mais voilà, je demande encore une fois à en voir plus, mais c'est encourageant de la part d'Edouard. Abdallah Sima, le héros du match contre Auxerre. Là, pour le coup, compliqué aussi de le noter. Il a joué que 53 minutes. On avait vu des belles choses quand même, avec un sacré débordement. Alors là, j'ai plus le match, mais il avait débordé. Il avait même eu une occasion. Il me semble que c'est contre Paris, non? Ouais, c'est Si je contre dis pas. Paris. Ouais, c'est contre Ouais, Paris. c'est contre Paris. Deux fois, il déborde. Après les conduites de balle, tu sens que le joueur a quelques soucis techniquement. Mais il est intéressant de par sa vitesse. Moi, si je devais le noter, de ce que j'ai vu, en tout cas, ça serait un 6 sur 10. Je trouve que voilà, il est le héros contre Auxerre. Il amène quelque chose à cet effectif lensois directement, dans le sens où c'est pas forcément un titulaire en puissance, mais pour moi c'est dans ce qu'on va lui demander, c'est un très bon remplaçant. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le caractérise. Ouais, je suis d'accord. Alors, j'allais dire entre 5 et 6, mais allez, je vais me mouiller, je vais dire 6 aussi, hein, parce que 53 minutes, c'est assez léger. On se souvient de son match face à Paris, où tu as parlé de son occasion, mais aussi à un moment donné, il a un boulevard et il pousse trop loin son ballon. Vraiment, je pense que là, il avait dû changer de crampon après ce match parce que son contrôle était un petit peu trop long. Et puis après, Pierre Sage avait dit que voilà, il était désolé de ne pas lui avoir fait connaître ses premières minutes à Bollaert, mais il a connu une préparation tronquée avec Brighton, hein, Abdallah Sima, lui qui était prêté à Brest la saison dernière. Mais voilà, il est entré face à Auxerre. Il met deux têtes, la première sur le poteau, la deuxième poteau rentrant. Donc vraiment, il fait une très très bonne entrée. Et je pense que cette trêve, c'est bien parce que il n'a pas été appelé en sélection avec le Sénégal, il me semble. Donc c'est aussi une bonne chose parce qu'il va pouvoir continuer à parfaire sa condition physique et rattraper son retard durant la trêve. Donc les trêves, c'est aussi bien. Alors c'est long parce qu'il y a un manque au niveau des clubs, mais c'est bien pour ces joueurs-là voilà, qui ont un petit retard. Donc j'espère qu'il fera ses premières minutes à Bollaert à l'occasion du match face au Paris FC au retour de la trêve. Donc voilà, ça donne encore plus envie de le revoir une fois de plus pour un joueur. Voilà. Florent Sotoka, lui aussi, on ne sait pas vraiment de quoi va être fait son avenir pour le coup. C'est compliqué aussi de le noter. Il a joué que 38 minutes, Florent Sotoka. J'ai bien l'impression qu'il ne va pas jouer beaucoup plus. Tu l'as dit, il y a Abdel Sima qui va jouer, Ryan Fofana également. Euh, il y a Morgan Guilavogui aussi qui lui passe devant et c'est normal, même si Guilavogui déçoit, je pense qu'il va quand même plus apporter qu'un Florent Sotoka. Donc voilà, moi je ne lui noterai pas Florence Otoka, mais je pense que ça sera la dernière saison au RC Lens. Oui, c'est vrai que je ne sais pas s'il sera prolongé. Plus ça avance et plus je me dis que peut-être qu'il va même peut-être prendre sa retraite, que ça va être la fin de carrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que Pierre Sage avait dit qu'un jour, on retrouvera peut-être Sotoka titulaire. Et voilà, et j'ai été assez surpris parce que ça veut dire que, enfin, je n'ai pas trop compris. Ça voudrait dire qu'il sera amené à être titulaire. Mais je pense qu'il a plus le niveau pour l'être, tout simplement. Donc j'ai pas trop compris cette déclaration de Pierre Sage. C'était peut-être un peu de la com aussi, mais je ne m'attends pas effectivement à voir Florent Sotoka être titulaire. J'attends voilà, à ce qu'il dispute des petits bouts de match comme il le fait là. Voilà, 4 matchs et 38 minutes en tout. Donc avec un rôle de patron dans le vestiaire.
Et voilà, même le parquage avait chanté Sotoka Ballon d'Or au moment du décrassage en fin de match, donc c'était une séquence assez marrante, mais ça sera peut-être sa dernière saison au club. Il sortira peut-être pas avec une saison prolifique, mais en tout cas c'est aussi mérité au vu de ses prestations, mais compliqué de noter effectivement. Le dernier joueur, Anthony Bermond, lui aussi, il a fait quelques entrées. Il a 20 ans. C'est un jeune également. Il a été intéressant sur le peu d'entrées qu'il a fait. Est-ce qu'on pourrait le revoir un petit peu plus, tu penses, William? Bah, évidemment, parce que bah, deuxième joueur à être mondialiste avec les Bleus, avec Fodé-Sila, donc là aussi c'était mérité, hein. Lui qui d'abord dépanne piston gauche, mais il a dit que c'était pas du tout son poste de prédilection. Lui, il veut évoluer derrière l'attaquant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait refusé, il me semble, de revenir à Annecy en prêt, là où il a été prêté. Parce que lui, il veut évoluer derrière l'attaquant. Et Pierre Sage lui avait dit, voilà, d'abord, il se contente des entrées en piston gauche. Et si c'est satisfaisant, Pierre Sage lui offrira plus de perspectives. Et sur ses dernières entrées, bah, il est entré derrière l'attaquant. Et je trouve qu'il a fait vraiment beaucoup de bien. Donc moi, j'ai hâte de le revoir, ce jeune Anthony Bermond, parce que bah, il était buteur, hein, dans le mondial lors du premier match, il me semble. Buteur avec les Bleuets. Donc c'est vraiment bien pour lui. J'espère qu'il reviendra en force et j'espère qu'on le verra un petit peu plus parce que c'est vraiment un jeune sur lequel il faudra compter. Voilà. Ouais. On va passer maintenant à l'équipe type, tout simplement avec les notes. Cette équipe type, hop, désolé, j'ai un petit problème de slide. Cette équipe type, donc avec Risser, défenseur central, Sarr, Beidou, Gradit, donc pas de Machado pour toi, William. Effectivement, Machado blessé de toute façon, mais même il va avoir du mal à revenir dans cette équipe, comme on l'a dit tout à l'heure. Thomasson Sangaré au milieu de terrain et Saïd Thauvin en milieu offensif. Et également, tu préfères Edouard au jeune Ryan Fofana, même si moi, personnellement, de ce que j'ai vu du début de saison. Alors oui, Edouard est intéressant, mais j'ai l'impression que Ryan Fofana mérite pour le moment cette place de titulaire. Oui, c'est un petit peu le débat parce ils se disputent la place de titulaire. Edouard et Fofana, ça a pas mal bougé sur les derniers matchs, mais tout simplement, Pierre Sage avait même reconnu que c'était peut-être une erreur d'avoir fait entrer Ryan Fofana à la place d'Edouard lorsqu'il a été blessé. Donc ça montre bien que voilà, Ryan Fofana n'a pas fait un énorme match et que le profil d'Hudson Edouard est quand même un profil différent de celui de Fofana et un profil peut-être plus à même d'évoluer dans ce que Pierre Sage veut, d'évoluer dans ce système et ainsi correspondre plus à ce que Pierre Sage souhaite. Donc c'est pour ça que je mets Edouard dans cette compo type et aussi avec l'envie de voir un petit peu plus parce que ça me met vraiment en appétit, hein, ce qu'il nous a montré Hudson Edouard et surtout qu'il a marqué face à Auxerre. Donc ça donne encore plus envie de voir la suite. Et c'est pour ça, j'espère que sa blessure, c'est pas trop grave. Et donc j'espère vraiment le voir titulaire dès le retour face au Paris FC. Donc voilà, une compo type qui se traduit comme ça, sans Machado du coup, mais parce que Machado est blessé depuis quelques semaines. Mais quand Machado va revenir, c'est aussi bien dans le sens où Pierre Sage aura un petit peu plus d'armes sur son banc et ça donnera un beau banc quand même, hein, avec Abdoulhamid, Machado, Sima. Il y a aussi en défense centrale. Il y aura pas Mathieu Hudol vu qu'il sera aligné à gauche, effectivement, mais il y a quand même du beau monde. Et puis en attaque, voilà, bon, Guilavogui, c'est vrai que c'est pas trop ça, mais il y a Fofana également. Donc je pense que ça peut donner aussi lieu à un beau banc également, en plus d'un beau 11 type. Et la note du coup de Pierre Sage et de son staff également, de 16 sur 20 après cette match. Moi, je trouve ça complètement mérité pour le coup. On ne pensait pas non plus à une intégration express. On pensait que le RC Lens allait jouer entre la 9e et la 6e place. Alors, pour le moment, c'est complètement le cas. Mais le RC Lens, c'est quand même pas loin de jouer le top 5, même s'il va falloir forcément encore beaucoup de chemin. Il y a des équipes qui surnagent un petit peu, on va dire, malgré qu'il n'y a pas un écart de points abyssal. Mais quand on voit des Monaco, quand on voit des Nice, je ne vais pas intégrer Lyon dedans parce qu'ils font quand même un début de saison vraiment intéressant. Mais quand on voit la profondeur de banc lyonnais et le 11 type lyonnais, tu te dis qu'il y a quand même une carte à jouer aussi. Quand tu vois Lille qui a beaucoup de mal, et même le dernier match contre Paris, c'est une équipe pour le coup quasiment C, hein, parisienne, il y a quand même de l'espace. J'ai l'impression que
le RC Lens va pouvoir titiller, en tout cas s'approcher vraiment de ce top 6, de ce top 5 en fin de saison. Ouais, bah, c'est bien, effectivement. Comme tu l'as dit, d'abord, l'objectif premier, c'est de finir top 8, top 9, donc première partie de tableau. Et après, pourquoi pas aller embêter les équipes plus haut. Mais au final, on voit qu'il y a certaines équipes comme Nice ou Rennes qui sont peut-être au final, qui batailleront comme Lens pour essayer d'avoir une place européenne. Parce que Nice, voilà, j'ai le classement sous les yeux, on voit qu'ils sont 12e avec 8 points. Donc au final, est-ce qu'ils arriveront à être dans le top 6 européen? Je ne sais pas, peut-être, parce qu'on est, on est que J7. 7 matchs. Voilà. Et je me rappelle, j'avais regardé le classement la saison dernière à la même période. Reims était dans le top 5. Hein, et au final, Reims a fini barragiste. Et c'est vrai que ça, je m'en souvenais plus. Mais évidemment, la réalité après 7 matchs ne sera pas la même qu'après 34. Donc voilà. Mais Nice, c'est vrai que je les vois un petit peu patauger. Après, Rennes, c'est pareil. Rennes, ils sont pas loin. Ils sont à 3 points de Lens. Mais pareil, Rennes, c'est un petit peu compliqué parce qu'on voit que face à Lens, ils sont quand même à 11 contre 10 pendant tout le match. Ils n'arrivent pas à gagner. Face au Havre, ils tenaient la victoire. Au final, il n'y a eu qu'un seul point. Donc voilà. Et puis tu parlais de Lyon. Lyon a aussi sa carte à jouer. Bon, Lille, c'est vrai que Lens les a battus 3-0. Mais Lille, quand même, je trouve que c'était un peu l'équipe C de Paris. Mais ils n'ont quand même pas démérité pour avoir ce point du nul. Donc Lens est actuellement 6e, 13 points à 3 points du leader. Donc c'est pour ça, c'est vraiment positif. Et je pense que plus ça approche, enfin, plus ça approche, encore une fois, on n'est qu'au début de saison, mais plus les semaines vont venir, plus si Lens maintient ce niveau de jeu et cette régularité, on peut peut-être se dire que bah, en fait, la place de Lens, ça sera voilà, top 6, top 7, voire un top 5 si vraiment c'est très ambitieux. Donc voilà, mais en tout cas, on peut dire que par rapport aux objectifs fixés par le président, objectifs qui sont de première partie de tableau, bah, Lens fait quand même mieux. Maintenant, on pourra peut-être prendre rendez-vous à la prochaine trêve en novembre pour refaire un bilan et pour voir où Lens en sera. Parce que en septembre, c'était pas un calendrier facile, hein, Louis, on l'avait dit. Dans le désordre, il y avait quoi? Il y avait Paris, il y avait Lille, il y avait Rennes, notamment. Donc Lens s'est pas trop mal débrouillé. Maintenant, il me semble que Lens a affronté beaucoup de gros poissons. Ça sera peut-être un petit peu plus calme maintenant d'ici à la prochaine trêve, même s'il y aura la réception de l'Olympique de Marseille. Et ça sera quand même très dur à négocier. Mais voilà, note de 16 sur 20. Effectivement, je pense que c'est cohérent. Mais hâte de voir la suite. Faut rester dans le wagon de toute façon Ouais. pour le RC Lens, parce que pour moi, il y a 3 clubs qui sont vraiment, enfin, qui arrivent à convaincre, en tout cas dans le jeu, et qui ont une profondeur de banc vraiment XXL. Alors bien évidemment, on ne va pas parler du Paris Saint-Germain, que j'inclus dans ces 3 clubs. Il y a Marseille également, parce que la profondeur de banc, bah, ça fait la différence, on le voit en Ligue 1. Et il y a aussi ce club de Strasbourg, que je trouve aussi très impressionnant. J'ai l'impression que eux vont jouer le top 4 et que c'est un objectif pour le coup. Et je ne les vois pas inférieurs aux Lyonnais ou aux Lillois et Lens. Moi, je les vois vraiment pas loin de ces clubs-là, de Lille, de Lyon, même s'il faudra du chemin, il faudra arriver à faire des gros matchs contre ces clubs-là. On sait que le RC Lens a perdu lors de la première journée contre Lyon. C'était pas forcément un match d'ailleurs où Lens aurait dû perdre ce match. Donc ça aurait pu faire un match nul, voire même une victoire lensoise. Donc c'était pas forcément mérité pour les Lyonnais. Donc moi j'ai hâte de voir cette équipe lensoise aussi contre l'Olympique de Marseille. Je pense que ça a été un bon test, même si l'Olympique de Marseille part logiquement favori. Mais à Bollaert, bah, tout est jouable et obtenir un point positif ou une victoire, ça serait déjà intéressant, même si il y a déjà une bonne prestation contre Marseille avec une défaite, donc tu pourras te dire que vraiment Lens n'est pas loin d'aller choper un top 6, un top 5 en fin de saison, même si effectivement il faudra passer beaucoup d'épreuves d'ici là. Ouais, Merci et à toi en tout il faut cas. aussi, Vas-y, William. faut aussi rappeler, donc avant Marseille, il y aura la réception du Paris FC donc Ouais. directement après la trêve. Et Lens peut faire une énorme opération parce qu'en cas de victoire, ça mettrait le Paris FC à 6 points. Et à contrario, si Lens perd, bah, Paris FC revient à égalité de Lens. Et Paris FC, on a vu que le démarrage a été un petit peu compliqué, mais au final, ils commencent à grappiller des places, même si bon, ils ont perdu face à Lorient qui est un club qui va peut-être aussi batailler pour son maintien. Donc voilà, Lens, ça sera une toute autre opposition, mais il y aura quand même un sacré coup à faire face au Paris FC en tout cas.
Ouais, bah, en fait, tu as un calendrier très compliqué, hein, quand tu regardes parce que ton prochain match, c'est le Paris FC. C'est vraiment pas gagné pour le coup. Si Lens joue comme contre Auxerre, Lens va pas passer à côté, enfin, va pas passer très loin de la défaite. Et puis après, tu enchaînes avec Marseille, où là, tu te dis, tu n'es pas favori et ça va être compliqué aussi. Il faudrait minimum réussir à gagner un des deux matchs et se concentrer vraiment sur le Paris FC. Je pense que c'est le match le plus abordable, même si Paris FC, attention, ils ont un joueur en forme qui est Ilan Kebal, qui est très très fort avec le Paris FC. Et c'est vraiment le danger. On en parlera la semaine prochaine dans notre vidéo, du coup, d'avant-match. Et puis en attendant, bah, on vous souhaite une bonne semaine, chers supporters lensois. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire si vous êtes en accord avec les notes qu'on a citées, ou alors justement si vous êtes en désaccord, n'hésitez pas à lancer des débats, on n'hésitera pas à y répondre en tout cas. Merci à tous et passez une très bonne journée. Au revoir. Merci. Ciao.